Aujourd'hui, à l'émission, on fait le bilan de mi-mandat avec la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, André Bouchard, qui a dû conjuguer avec des enjeux difficiles ces dernières semaines. Un budget supplémentaire de 2 millions pour le Festival de Montgolfière, le projet d'une passerelle de 35 millions. Et voilà qu'on apprend une augmentation de taxes municipales pour 2024 de 7,75 %. Elle s'en défend et on écoute ça à l'instant. On est en fin d'année. C'est un bilan de fin d'année, un bilan de session, un bilan de mi-mandat. Et parlons aussi, et on aura l'occasion de parler aussi des projets pour 2024 avec nous, la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, André Bouchard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Comment vous sentez-vous à la mi-mandat? Bien, je me sens très bien. Je me sens en selle. Évidemment, les 2 premières années ont été des années d'appropriation. Le métier de mairesse, je pense que tu ne viens pas au monde avec ça, là. Tu apprends sur le tas avec toute la question de la réglementation, le fonctionnariat. Mais je me sens bien, je me sens en selle. Avez-vous trouvé les derniers mois plus difficiles? Les derniers mois ont été difficiles, mais je pense que chaque étape est difficile. On s'aperçoit bien qu'actuellement, c'est impossible de faire l'unanimité sur quelques projets que tu fasses. Puis oui, ce qui est difficile, c'est... Tu as toujours l'impression... Je fréquente pas beaucoup. Je fréquente Facebook, mais le négatif de Facebook, j'essaye toujours que ça m'affecte le moins possible. Mais la minorité bruyante fait mal quand même. Ça vient vous chercher? Ça vient me chercher. Ça vient pas nécessairement me chercher moi, mais c'est quand je m'aperçois que ma famille a conscience de ça aussi. Parce que je suis quand même quelqu'un... Quand je me suis présentée aux élections municipales, je me suis présentée avec l'intention de ne rien prendre personnel. Et ça, je m'y tiens quand même pas mal assez. Puis des fois, évidemment, puis je ne vois pas tout. Je ne veux pas voir tout ce qui se passe parce que je m'aperçois qu'il y a certaines décisions qui suscitent beaucoup plus de grogne, c'est ce que je vais dire. Mais la grogne personnelle vers moi, ça m'affecte plus à cause de mes enfants qui lisent ça aussi. Je comprends. Bien, comme une de vos collègues, je pense que c'est la mairesse de Gatineau qui disait... Il y a des humains derrière ces gens-là. Il faut juste pas oublier ça. Absolument. Bon, vous parlez de grogne. Évidemment, l'automne dernier, il y a eu 3 éléments. En fait, dans les dernières semaines, évidemment, le fonds d'urgence de 2 millions au Montgolfière, le projet de passerelle à Normandie qui pourrait aller jusqu'à 35 millions, semble-t-il, et récemment, la hausse, évidemment, des taxes municipales annoncées pour 2024 de 7,75 %. Évidemment, moi, dans les derniers jours, j'ai fréquenté des amis, des connaissances... J'étais dans des lieux publics. Je ne vous cacherai pas que le sujet de l'heure, c'est l'augmentation des taxes. Puis, je me suis même fait un peu l'avocat du diable, non pas en votre nom, mais en disant, oui, mais l'année passée, ils n'ont pas été beaucoup augmentés. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, ils ne s'en rappellent pas que l'année passée, vous ne les avez pas trop montés de 2,95. Ils regardent cette année. C'est pas difficile, ça, un peu? Je le comprends, puis je le comprends pour la population. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, pour le calcul des taxes, on est parti avec une base pure et dure, c'est-à-dire que le passage aux 100 000 de population, ça nous avait coûté 1 900 000, ce qui faisait, au niveau des taxes, tout de suite là, 1,6 %. Puis la question aussi des coûts des intérêts de la dette, c'était 2,8 %. Alors, on est parti, le compte de taxes, à 4,4 %. Juste avec ces 2 éléments-là. Juste avec ces 2 éléments-là. Intérêt sur la dette et donc les fameuses obligations légales liées au cap du 100 000 de population, plus de policiers, cabinet de mairesse, vérificateur général, etc. Puis je le dis avec quand même une certaine retenue parce que la question des intérêts, ça, c'est toutes les municipalités qui l'ont, là. Mais nous, personnellement, bien, ça faisait 2,8 % sur le taux de taxe. Puis, on a demandé des efforts à tous les services de manière à optimiser
tous les services qu'on pouvait rendre à la population. Puis on a vraiment gardé dans l'augmentation de taxes ce qui est essentiel comme service à la population. Mais avec le recul, je sais que dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets, mais malgré cela, est-ce que vous regrettez peut-être de ne pas avoir suffisamment augmenté les taxes l'année passée, ce qui fait que vous auriez eu peut-être un peu moins de rattrapage cette année? Ce serait vain de regretter parce qu'on avait quand même un contexte. Et je pense qu'il n'y a aucun économiste de la communauté des économistes qui pouvait dire qu'est-ce qui allait se passer en 2023. Même qu'au début de 2023, on avait assisté à une conférence d'un économiste qui soutenait que la deuxième partie de 2023, le taux directeur commencerait à s'essouffler. Alors, dans le contexte qu'on avait, on a pris cette décision-là. A posteriori, c'est certain que je pourrais dire « j'aurais dû », mais ça donne rien. Puis là, bien, cette décision-là d'essayer de préserver notre population le plus possible au niveau financier, actuellement, on n'est plus capable de la soutenir. Bon, parce qu'en même temps, je résume, l'an passé, le domiciliaire a monté de 2,95 mais c'est les industriels qui y ont goûté à plus de 10 Là, cette année, vous gelez un peu les industriels, mais c'est le domiciliaire qui se rattrape. Est-ce que ça n'envoie pas des drôles de messages à la population de voir d'un côté, l'année passée, on augmente l'industriel, mais pas trop le domiciliaire, puis là, cette année, on fait le contraire? Pas nécessairement. Je pense qu'on a voulu préserver la population qui sortait de la pandémie aussi, qui se relevait tout juste de ça, qui avait peut-être eu des conditions difficiles. Alors, c'est vraiment pas l'intention d'envoyer un message à la population. Mais je pense que pour respecter nos obligations légales, puis nos obligations de municipalité aussi. On se le dit de temps en temps, les municipalités ont été créées pour s'occuper de la propriété, puis maintenant, on doit s'occuper des humains. Alors, pour voir à ces obligations-là, on n'avait pas d'autre choix. Bon. Lorsqu'il y a eu le moment du vote sur le budget, il y a 3 élus qui ont voté contre, dont 2 membres de votre équipe, les conseillers Dufresne et Fontaine. Mélanie Dufresne a fait la déclaration suivante pour expliquer son vote, de dire, écoutez, la population, ces dernières années, a augmenté de 3 Nos effectifs, eux, ont augmenté de 14 Est-ce que j'ai 11 plus de services? Elle répond non et vote contre. Qu'est-ce que vous répondez à ça? D'abord, c'est son opinion, puis je ne pense pas, je pense pas que ça se calcule comme ça, parce que on est encore dans la base médiane pour ce qui est des employés. Quand on se compare à d'autres municipalités, le taux de ressources humaines par citoyen est encore plus bas qu'ailleurs. Ça veut dire que je pourrais avoir encore plus de ressources humaines. Alors, pour moi, c'est un raccourci qui n'est pas nécessairement... qui ne se vérifie pas. Bon, ça arrive un peu à mon autre question. Je vous l'ai déjà posée, mais je vous la repose. Y a-t-il trop d'employés à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? Y a-t-il trop de fonctionnaires? Est-ce que la masse salariale occupe un trop gros pourcentage de nos dépenses à Saint-Jean? Non, la masse salariale n'occupe pas. D'abord, une municipalité, je vais vous répéter ce que je vous avais déjà répondu, une municipalité, c'est une organisation de services. On a une population qui est de plus en plus, bien, comme toutes les populations, exigeante pour avoir les services. Il y a des nouveaux services qu'on a depuis quelques années quand on pense à l'environnement, quand on pense aussi à d'autres services qu'on donne à la population, l'arboriculture, entre autres, qu'on n'avait pas il y a juste quelques années. Alors, je pense que si on veut vraiment être dans la mine, dans la ligne, pardon, de la stratégie de développement durable, aussi pour réaliser les éléments de la planification stratégique, on a besoin des employés. Combien de nouveaux postes de fonctionnaires ont-ils été créés à la ville de Saint-Jean depuis l'année passée ou depuis 2 ans? Ce n'est pas un chiffre que je serais capable de vous donner parce qu'il y a souvent des changements dans les organigrammes. Il y a des mouvements dans les organigrammes, mais à ma connaissance, il n'y a pas tant de postes de hauts fonctionnaires qui ont été créés. Je sais qu'on a eu, entre autres, au service de police.
On a des chefs de section. Puis ça, c'est beaucoup relié au passage. Maintenant, on fait des enquêtes. On a un bureau d'enquête. Alors, c'est beaucoup relié à cette obligation-là. Je pense que c'est probablement surtout là qu'il y a eu des engagements de hauts fonctionnaires. Bon, vous avez dit aussi, au moment de la présentation du budget au Conseil mardi dernier, vous avez dit, ouais, mais pour un peu se comparer, vous avez un peu comme additionné les augmentations de taxes de l'année passée et de cette année versus d'autres villes comparables au Québec. On se situe où, selon votre calcul là-dessus? On doit se situer... oui, pour se comparer, on a fait ça, mais j'ai été quand même... on est conscient, depuis l'adoption du budget, évidemment, de l'adoption d'autres budgets comme la Ville de Belleuil et tout ça. Ouais. Je pense qu'on n'est pas les seuls dans cette situation-là. On devrait se situer dans la moyenne des municipalités, je pense. Je regardais quand même quelques villes d'intérêt, mais évidemment, prend juste l'augmentation de cette année et non pas celle de l'an passé. Oui. Laval, 4,8. Montréal, 4,9. Saguenay, 5,8. Longueuil, 4,9. Saint-Jean, 7,7. Sherbrooke, 3,13. Gatineau, 2,9. Lévis, 7,7. Québec, 3,9. Trois-Rivières, 3,4. Les citoyens qui se disent, mais pourquoi nous, on a l'impression qu'on est la ville qui subit à peu près la plus grande augmentation? Bien, tantôt, d'entrée de jeu, je pense que je vous l'ai mentionné. Il y a tout de suite là le 1,6 % qui est attaché au passage aux 100 000 de population. On est la ville depuis 2013, depuis Terrebonne, je pense. On est la seule ville à avoir franchi ce cap-là. Alors, étant donné... Si on regarde avec Lévis, entre autres, qui a à peu près le même que nous, le même taux de taxe que nous, bien, en fait, on a 1,6, nous, qui est attaché à ça. On a décidé aussi, dans toutes les discussions autour du budget, on avait décidé de ne pas couper dans les services à la population. C'est important pour nous de garder le niveau de service qu'on avait là. Oui, ne pas en ajouter, mais ne pas en couper. Je sais que j'ai des collègues d'autres municipalités qui ont exigé des coupures de services. Il y en a même qui ont dit qu'ils gelaient des engagements. Mais moi, je fais le pari que ces engagements-là devront quand même être faits dans les mois qui viennent. Bon. Outre cette augmentation de taxes dont on vient de parler, ces dernières semaines, vous avez voté un fonds d'urgence de 2 millions de dollars pour le Festival de Montgolfière. C'était les 40 ans. Il y a eu une météo horrible, donc on peut se douter qu'il y aura un important déficit. Mais pourquoi le festival a-t-il besoin d'un 2 millions immédiatement? D'abord, en conseil, je dois vous dire qu'on a réitéré l'importance pour Saint-Jean-sur-Richelieu de l'International des Montgolfières. Nous, on l'a réitéré, puis on l'a réitéré aussi, je pense que c'est un des 8 événements majeurs du Québec, qui a aussi ses lettres de noblesse chez Tourisme Montérégie et même au ministère du Tourisme. La ministre elle-même m'en a témoigné lors de son dernier passage à Saint-Jean. Alors, le manque à gagner actuel, c'était vraiment pour rembourser les fournisseurs. Étant donné qu'on est un festival international, un festival très important pour le Québec, notre réputation a un prix aussi. Alors, c'est important de rembourser les fournisseurs dont la majorité sont des fournisseurs locaux. Mais le fonds d'urgence de 2 millions, est-ce que le chiffre de 2 millions équivaut au déficit anticipé? Pas à ce moment-ci. Pas à ce moment-ci. Le déficit anticipé, je le connais pas. Je pense que le vérificateur va faire ses travaux quelque part au mois de janvier. C'était vraiment, je pense que vous l'avez présenté comme un fonds d'urgence. C'est vraiment comme ça qui a été voté, que le protocole a été établi avec l'International des Montgolfières. C'est vraiment dans l'objectif de rembourser les fournisseurs. Le festival, ça coûte combien aux Joannais? Étant donné que c'est un organisme privé, je dirais qu'on a toujours eu un protocole d'entente qui faisait en sorte qu'on donnait autour de 7 à 800 000. Je pense que c'est ça le fin du protocole, 7 à 800 000 par année. Cette année, pour 2024,
on est en renégociation du protocole, mais il a été bien entendu qu'actuellement, on ne donnera aucune autre somme avant qu'il y ait un plan de relance qui a été présenté par l'Internationale des Montgolfières, lequel plan de relance va se faire, je le rappelle, en collaboration avec Tourisme Montérégie. Bon, et dans le 700-800 000 dont vous faites référence, est-ce Oui. que ça inclut ou pas les heures que les travaux publics, les cols bleus peuvent donner au festival? Parce qu'évidemment, quand nos employés font ça, ils ne font pas d'autre chose. Est-ce que ça, c'est calculé, ça, dans le montant? Ça doit... Écoutez, je ne sais pas les fines lignes du protocole. Alors, je ne sais pas le niveau de service qu'on échange avec l'Internationale des Montgolfières. Ça, c'est une information que je n'ai pas. Bon, parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent que le festival, c'est un investissement sur la marque de commerce de la ville. Sauf que de l'autre côté, c'est pas un puits sans fond non plus. Non. Souvent, je trouve que c'est très difficile d'expliquer au public ou de mettre le public dans la loupe parce que on ne sait pas trop comment il nous coûte le festival. On ne sait pas trop s'il y a un déficit. Là, il y a un fonds d'urgence. Il y a les employés qui donnent de leur temps là-dessus aussi. T'sais, on a un budget annuel de 220 millions. Moi, comme citoyen, on me dit, écoute, Éric, le festival, il nous coûte 1, il nous coûte 2. Ça nous coûte 2 millions par année, 2 millions sur 220. Ça nous coûte tant sur notre compte de taxes. Est-ce qu'on est prêt à vivre avec ça? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque année, il y a un mélodrame à l'égard des finances et du déficit anticipé. Est-ce que ça va avoir une fin un jour? Ça aura certainement une fin parce que l'international... il y a une nouvelle réalité. Je pense que vous l'avez même rencontré. Il va y avoir un directeur de l'aéroport qui va avoir à faire un plan d'affaires pour l'aéroport. Il y a même un comité aviseur. Alors, on s'entend que l'Internationale des Montgolfières, ça va certainement faire partie des discussions autour du plan d'affaires. Puis, vous avez évoqué le fait, c'est pas un puits sans fond, et j'en suis tout à fait consciente. Et je pense qu'on est rendu à un moment, justement, où est-ce qu'il faut vraiment donner à l'Internationale des Montgolfières la possibilité de déployer ses ailes. Puis c'est pour ça que je me fie beaucoup sur un plan de relance dans ce sens-là. Puis ça va être drôlement important. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Internationale des Montgolfières, ça a quand même des retombées de près de 5 millions dans la région, à Saint-Jean-sur-Richelieu et dans la région. Alors ça non plus, c'est pas à négliger. Vous êtes à l'aise avec le fait qu'on prépare la 41e édition, qu'on vend des passeports, qu'on annonce déjà des artistes, en absence d'un nouveau plan d'affaires? Je suis à l'aise. Je suis à l'aise parce que il y aura des ballons dans le ciel en 2024. Il y aura, là, ils ont annoncé Avril Lavigne comme gros nom. Je pense qu'ils n'avaient pas le choix de vendre des passeports, de vendre des gros noms pour justement essayer de se faire des liquidités. Puis en plus, je pense que l'année passée, après le départ de M. Boivin, puis l'engagement de Mme Brault, ça a été plus tard, on a le fait d'engager les artistes si tard dans la saison, ça a doublé les cachets. Alors, je pense que c'est sage de commencer maintenant. Dernière question sur les Montgolfières. Est-ce que j'ai bien compris au dernier conseil que votre intention est de sortir les élus des conseils d'administration, les Montgolfières, mais d'autres conseils également? Oui. L'Institut de la gouvernance, on avait fait faire une étude par eux au sujet des conseils d'administration. Puis, ils avaient des recommandations, entre autres, sur le fait que des élus ne devraient pas siéger sur des conseils d'administration, surtout quand des subventions importantes émanent de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça va se faire dans les prochaines semaines? Ça se fait dans les prochaines semaines. Puis je veux juste rassurer les gens, c'est que les conseils d'administration, en cause, ils vont être bien accompagnés par notre service de loisirs, culture et développement communautaire. Et là, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de NextDev aussi? Est-ce qu'on parle de d'autres types d'organisations comme celle-là? Non, pas NextDev, parce que NextDev, c'est notre organisme de développement économique qui est financé par la MRC. La passerelle Normandie, oui, que j'ai rebaptisée la passerelle de la discorde, je suis un petit gars de Saint-Gérard. J'ai utilisé cette passerelle-là quand j'étais jeune pour aller à la polyvalente, l'autre côté. Je ne l'ai pas tant utilisée, mais je l'ai déjà utilisée. Si on me dit, bon, on doit la reconstruire, oui, mais à quel prix?
5, 10, 12 millions peut-être, 25, 30, 35 millions. S'il est vrai qu'il n'y a que 12 piétons à l'heure, 35 millions, c'est pas cher payé, ça? Moi, ce que je veux vous dire, c'est que j'aurais bien aimé ça, que la passerelle Normandie soit construite il y a quelques années, quand elle coûtait 12 millions. Ça fait partie des éléments d'héritage qu'on a reçus lors de la dernière élection. Maintenant, ce que je veux vous dire à ce sujet-là, c'est que la population a été consultée à multiples reprises dans l'histoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, l'histoire récente, que ce soit pour la stratégie de développement durable, que ce soit pour la planification stratégique, où on ne cesse de nous demander plus de liens pour la mobilité active, pour la mobilité durable. On vient d'adopter notre plan directeur des pistes cyclables. Alors, ce lien-là, puis je veux revenir sur le fait qu'actuellement, il ne sert pas tellement. Je le conçois tout à fait. J'ai même déjà essayé de le franchir, moi, avec mon vélo. Oui, c'est pas évident. Cette passerelle-là n'est plus une passerelle du 21e siècle. La prochaine passerelle, d'abord, elle ne coûtera pas 35 millions. Elle va en coûter autour de 21 millions. Ce qui coûte le plus cher, c'est les travaux d'infrastructure, parce que cette passerelle-là, elle sera accessible. Accessible aux poussettes, aux cyclistes. Alors, cette passerelle-là, ça demeure un lien structurant pour les deux côtés de la ville. Déneigement à droite. Oui. Vous persistez dans cette décision-là de maintenir le déneigement à droite pour les quartiers concernés? Monsieur Latour, quand il y a un élément nouveau qui m'est apporté, j'ai aucun scrupule à changer d'idée. Puis je le ferai de bonne foi. Mais actuellement, la décision qu'on a prise, c'est une décision qui est basée sur la sécurité. Puis ça demeure la priorité. Alors, oui, la semaine dernière, il y a eu une bordée d'autour de 14 cm. Mais les gens, je pense que... Oui, il y a eu des plaintes, mais à chaque première bordée, on n'est pas nécessairement meilleur. Mais dans les prochaines chutes de neige, on va être de mieux en mieux, je pense, dans les travaux qu'on va faire. Mais oui, la décision va rester celle qu'elle est. Bon, quelques projets d'avenir. Projet d'aréna et ou d'une équipe de la Ligue de hockey junior Maritime Québec. Elle a changé de nom, cette ligue. Toujours dans les cartons, ce projet d'aréna? Absolument, c'est toujours dans les cartons et je serai la mairesse la plus fière d'arriver puis de vous dire que le projet de la Ligue de hockey junior Maritime Québec se réaliserait. Parce que, oui, je pense que de doter Saint-Jean-sur-Richelieu d'un aréna digne de ce nom, c'est un beau projet. Mais équipe ou pas, ça prend un nouvel aréna. Équipe ou pas, je pense qu'on a des plans B, des plans C. Là. Il y a toujours la possibilité d'avoir une autre glace au complexe Claude Raymond. Alors, on regarde ça. Mais j'ai confiance, j'ai toujours confiance. Projet d'un centre de congrès. Oui. Est-ce qu'on va voir ça dans les prochaines années? Vous savez, on essaie d'être créatif à Saint-Jean-sur-Richelieu. D'entrée de jeu, vous m'avez interpellé sur la question de la taxation. Je le disais même avant d'être élu, il faut faire rentrer des nouvelles sources de financement à Saint-Jean-sur-Richelieu et un centre de congrès qui serait particulièrement dédié au tourisme d'affaires, qui est le tourisme qui est davantage générateur de finances dans une municipalité. On est vraiment en train d'essayer d'attacher ça avec des partenaires. Il n'a jamais été question pour nous de faire payer les citoyens de Saint-Jean, que ce soit pour un aréna ou un centre de congrès. Toutefois, c'est certain que pour attirer ces gens-là, on aura certainement des choses à faire, que ce soit de prévoir des stationnements, que ce soit des études de circulation, on aura des choses à faire. Protection des milieux naturels, est-ce qu'on continue toujours la consultation pour les golfs? Absolument. On va continuer. On est rendu à l'étape. On avait dit qu'il fallait terminer le PPU Centre-Ville, lequel on a adopté récemment.
Alors, la prochaine étape, c'est la présentation d'esquisses aux citoyens de Saint-Luc. Mais on s'entend que, puis après ça, bien, on a notre plan d'urbanisme pour la ville de Saint-Jean. Lequel plan, il y a quand même beaucoup d'attentes auprès de la population parce que notre plan date. Et pour ce qui est de l'île Sainte-Thérèse, la protection du boisé? Ça fait partie, la protection du boisé de l'île Sainte-Thérèse, ça fait partie d'une réflexion plus grande. Le projet de loi 39, il y a le projet de loi, aussi, on vient de parler aussi, il n'y a même pas 2 semaines, la loi sur l'expropriation qui a changé. Alors, c'est toujours important pour nous, la protection des boisés, des espaces verts. Il faut juste regarder ça dans un plan d'ensemble. Ça fait partie des réflexions autour de notre plan d'urbanisme aussi. Puis, il y a la 3e mouture du plan de conservation qui est en train de se travailler parallèlement à ça. Et les logements sociaux dans tout ça? Les logements sociaux, écoutez, quand je dis j'ai beaucoup d'attentes pour le plan d'urbanisme, ça va certainement nous prendre un projet de règlement sur les logements abordables et les logements sociaux. Mais actuellement, je sais que l'OMH est en travaux avec différents GRT à ce sujet-là. Logements sociaux, logements abordables, problème d'itinérance, on en a déjà parlé. Oui. Expliquez-moi, parce qu'il semble que je ne sais pas si la réglementation a changé sur la façon de financer les organismes à but non lucratif, mais exemple, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Jean nous disait la semaine passée qu'ils ont un 60 000 en moins de la ville. Ça m'a un peu surpris. Pourquoi un organisme comme celui-ci a-t-il moins de financement de la part de la ville? Il faut savoir que quand on est arrivé en poste en 2021, après une campagne électorale où on avait fait bien du porte-à-porte, on avait réalisé que le traitement des organismes communautaires était à vitesse variable. Par exemple, des organismes communautaires, je vais dire comme la Saint-Vincent-de-Paul, même si aucun ne se compare, là, mais si je regarde le point commun, tous ces organismes-là, il y en avait 40, et de ces 40-là, il y en avait 6 qui avaient du financement. Il y avait Parents Secours, il y avait la Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Jean, puis il y en avait 4 autres. Là. Actuellement, ce n'est pas présent à ma mémoire parce qu'on a fait ça au début de l'année. Alors, on avait demandé au service des loisirs et des services communautaires comment ça se fait qu'il y avait tant d'inéquité dans le traitement. Il y avait la Société Saint-Vincent-de-Paul Saint-Luc qui avait 0 financement. Alors, là, il y avait des plaintes. Sur 40, il y en avait 6 qui étaient financés, mais les 34 autres souhaitaient avoir du financement. Alors, ça fait partie d'une réforme. On a une politique maintenant d'admissibilité des organismes. Alors, il faut qu'ils fassent des projets. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Joyeuses fêtes à vous. Passez des belles fêtes. Salutations. Merci.